Bonjour mes amis. Ebola, un mot qui fait peur. Le virus Ebola représente l'une des maladies les plus dangereuses au monde. Connu pour provoquer des fièvres hémorragiques sévères et des taux de mortalité très élevés. Ce virus a causé plusieurs épidémies meurtrières, particulièrement en Afrique et en République démocratique du Congo. Mais une question reste souvent sans réponse. D'où vient vraiment le virus Ebola? Est-ce un phénomène naturel ou quelque chose de plus inquiétant? Dans cette émission, nous allons comprendre ce qu'est réellement le virus Ebola, comment il se transmet, quels sont ses symptômes, comment le médecin le diagnostique et quelles sont les complications possibles. Nous verrons également l'histoire des épidémies, notamment en RDC, depuis la découverte du virus jusqu'à aujourd'hui, avec les chiffres marquants et les efforts de lutte contre cette maladie redoutable. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit. Partagez, aimez la vidéo pour nous donner de la visibilité. La maladie à virus Ebola est une maladie virale grave qui peut causer une fièvre hémorragique, souvent mortelle pour l'être humain. Le taux de létalité moyen de la maladie est d'environ 50%. La létalité correspond à la proportion des personnes atteintes par la maladie qui finissent par mourir. Et les scientifiques classent Ebola dans la famille des filovirus, des virus extrêmement agressifs qui provoquent des fièvres hémorragiques. Cette maladie touche les humains et certains animaux, notamment les chauves-souris et les primates, singes, antilopes et porcs. Le virus Ebola est un virus filamenteux, extrêmement contagieux, lorsqu'il a contact avec le liquide biologique d'une personne infectée. Lorsque le virus Ebola pénètre dans l'organisme, il infecte les cellules immunitaires, il se multiplie rapidement, il provoque une inflammation massive. Il détruit les vaisseaux sanguins, d'où dysfonctionnement de la coagulation avec les syndromes de coagulation intravasculaire des cellules. Des minuscules caillots sanguins se forment partout et tapissent les artères. Il entraîne des vomissements, diarrhée et saignements internes et externes, pouvant s'extérioriser par tous les orifices et muqueuses du corps et une défaillance des organes, tels que le foie, le rein et plusieurs organes vitaux. De ce fait, cette destruction progressive peut conduire à un choc sévère et au décès. Par rapport à la transmission, aujourd'hui, la majorité des chercheurs s'accordent sur un point. Le virus Ebola serait d'origine animale et plus précisément, le vrai réservoir serait les chauves-souris frugivores qui se nourrissent de fruits, avant de passer à l'humain. Car ces animaux peuvent porter le virus sans tomber malades, elles vivent dans les forêts tropicales et peuvent transmettre le virus à d'autres animaux. Cela étant, l'homme est généralement infecté après un contact à travers la chasse avec un animal malade ou mort, par la manipulation des viandes de brousse ou au contact avec le sang contaminé, notamment en zone forestière. Par rapport aux causes et facteurs de risque, la maladie à virus Ebola est provoquée par plusieurs virus de la famille des filoviridae. Il existe à ce jour 5 souches de virus Ebola identifiées, dont 4 se trouvent en Afrique. La souche Ebola Zaïre, la souche Ebola Soudan, Ebola Bundibugyo en Ouganda, Ebola Reston en Asie, Philippines, et Ebola Thai Forest, découvert en Côte d'Ivoire en 1994. Il est pensé que les chauves-souris pourraient être les principaux réservoirs de ce virus, mais aucune preuve formelle n'a été à ce jour apportée. Ces virus peuvent également infecter les grands singes comme les chimpanzés et les gorilles, mais aussi les antilopes forestières. Parmi les facteurs de risque ou favorisants, nous avons les soins prodigués sans mesure de prévention ni contrôle des infections. Les soins à domicile et les pratiques funéraires impliquent un contact rapproché avec les corps qui sont des circonstances majeures de transmission. Car le cadavre reste contagieux parce que c'est à la mort que le nombre de particules virales est le plus élevé. Les chauves-souris sont néanmoins réputées être des vecteurs du virus Ebola. Et parfois, sa viande est consommée par les habitants en RDC. Au fil des années, les Congolais fréquentent de plus en plus la profondeur des forêts. Un autre facteur, c'est la viande de brousse, selon Dr Muyembe, qui est une source principale de protéines pour les Congolais en milieu rural. Mais aussi la déforestation
contact humain avec la faune sauvage, l'urbanisation et le système de santé faible. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec des fluides corporels tels que le sang, la salive, l'urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, le sel, les objets contaminés, les corps des personnes décédées et les vomissures des personnes infectées. Dit autrement, le virus peut être transmis à l'être humain par contact direct. Sang, organes, liquides biologiques avec des animaux infectés. La chasse ou la préparation et la consommation de viande de brousse représentent des situations à risque. Toujours par rapport aux facteurs de risque, une personne infectée devient contagieuse à l'apparition des premiers symptômes et l'est encore plus quand la maladie est installée. Les personnes décédées restent également hautement contagieuses pendant plusieurs jours. Il existe donc un risque de transmission du virus lors des rites funéraires au cours desquels les proches du défunt sont en contact direct avec la dépouille. A l'inverse, une personne guérie ne transmet plus le virus sauf via le sperme, où l'agent infectieux peut rester jusqu'à plusieurs mois après la guérison clinique. Et des transmissions sexuelles ont été rapportées jusqu'à plus d'1 an après la guérison. Donc il est conseillé de porter le préservatif. Par rapport aux symptômes, entre la contamination par le virus Ebola et l'apparition des symptômes, il peut s'écouler 2 à 21 jours, mais est le plus souvent compris entre 5 et 12 jours. Les personnes contaminées ne sont pas contagieuses avant l'apparition des symptômes. La maladie débute par des symptômes qui ressemblent à la grippe. Apparition brutale d'une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ensuite, il y a présence de douleurs abdominales et un hoquet persistant. Environ 3 jours plus tard, le malade est pris de vomissements, de diarrhée. Dans un cas sur 2, il est sujet à des saignements, gencives, yeux, nez, selles, d'éruptions cutanées, d'une atteinte de reins et du foie, et dans certains cas, d'hémorragie interne et externe. Une confusion et une agressivité peuvent également se manifester, signe que le système nerveux central est atteint. L'intensité et la gravité des symptômes varient d'un patient à l'autre. Une prise en charge rapide augmente les chances de survie. Sinon, le décès peut intervenir en moyenne entre le 6e jour après l'apparition des symptômes. Toutefois, une personne infectée devient contagieuse à partir du moment où elle présente des symptômes. C'est une maladie à déclaration obligatoire, surveillance extrême. En d'autres termes, après incubation qui peut aller de 2 à 21 jours, la maladie se manifeste d'abord par des symptômes évoquant ceux d'une grippe ou paludisme, une fièvre élevée, une grande fatigue, des maux de tête ou des douleurs musculaires. Des troubles digestifs s'ensuivent, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales, suivis dans certains cas des saignements ou d'atteintes touchant plusieurs organes. La mort survient par la défaillance générale des organes vitaux. Le diagnostic repose sur les symptômes cliniques, les antécédents des contacts, les tests de laboratoire. Il est pensé que les symptômes ressemblent parfois au paludisme ou à la typhoïde, ce qui peut retarder le diagnostic. Néanmoins, les examens utilisés sont le PCR, le test et les analyses sanguines. En d'autres mots, le diagnostic clinique de la maladie est difficile car les symptômes initiaux sont relativement peu spécifiques. Seuls les tests en laboratoire réalisés dans des conditions de haute sécurité permettent d'établir le diagnostic. La RT-PCR, qui permet de détecter le matériel génétique du virus, est aujourd'hui le test de référence, tandis que les sérologies IgM et IgG sont utiles pour les diagnostics tardifs ou rétrospectifs. Un diagnostic rapide de la maladie est essentiel afin d'isoler les personnes infectées et de limiter la propagation du virus. Dit autrement, les diagnostics reposent sur un test réalisé en laboratoire qui permet de détecter la présence des virus dans le sang. Des tests antigéniques rapides peuvent être utilisés en première intention dans les zones éloignées, mais nécessitent une confirmation par PCR. Le traitement consiste principalement à des soins de soutien comme la réhydratation
et la gestion des symptômes, ou encore la prise en charge en cas de défaillance d'organes. Ces mesures augmentent la chance de survie. Par ailleurs, deux anticorps monoclonaux peuvent également être utilisés pour réduire la mortalité. L'administration de l'un ou de l'autre doit se faire le plus précocement possible après le diagnostic, en une seule fois. Même après guérison, certains survivants souffrent encore de douleurs articulaires, des troubles visuels, de fatigue chronique, des traumatismes psychologiques. Les principales mesures préventives consistent à limiter les contacts à risque avec des animaux potentiellement infectés, contact avec les familles des chauves-souris, réservoirs du virus, chasse, découpe et consommation de viande crue issue de grands singes ou d'antilopes forestières. Éviter les contacts avec des personnes infectées, notamment leurs liquides biologiques sans vomissure. Les personnes décédées restant contagieuses pendant plusieurs jours. Les contacts avec le corps de la victime doivent être évités lors des cérémonies funéraires. Par ailleurs, deux vaccins préventifs contre le virus Ebola, espèce Zaïre, sont approuvés. Le premier est recommandé pour les personnes à haut risque de contamination dans les zones de flambée épidémique. Cependant, ces vaccins ne sont à ce jour pas déployés dans le cadre de campagnes de vaccination préventive de masse. D'autres vaccins contre les autres espèces de virus sont en cours de développement. Par rapport à la théorie et rumeur, quelle est l'origine du virus Ebola? D'où vient vraiment le virus Ebola? Depuis des années, Ebola fait peur et suscite de nombreuses questions: origine naturelle, virus créé en laboratoire, théorie ou réalité. Dans cette partie de l'émission, nous faisons une petite enquête claire et scientifique pour comprendre. Pour la petite histoire, nous sommes en 1967 à Marburg, en Allemagne. Les chercheurs travaillent sur des cellules rénales de singes en provenance de l'Ouganda. 31 chercheurs ont été contaminés par les tissus infectés de singes et 7 d'entre eux trouvent la mort. 10 ans après, en 1975, un touriste australien en provenance de Zimbabwe décède. Et pendant ce temps, Dr Muyembe est missionné et qui lui opère dans la localité isolée de Yambuku, dans les environs ou au bord de la rivière Ebola, où 300 personnes meurent en quelques semaines d'une fièvre hémorragique. Il prélève les échantillons de sang et du foie. Ces analyses excluent le paludisme, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune, d'où l'envoi à l'Institut de médecine tropicale à Anvers en Belgique pour approfondir le diagnostic de cette maladie restée meurtrière et mystérieuse pendant 2 mois. En 1976, un jeune médecin belge, Peter Piot, devenu professeur depuis, examine le sang d'une nonne décédée d'une maladie mystérieuse au Zaïre, l'actuel RDC, et découvre le même virus que celui découvert ou initialement détecté en 1967 après 2 épidémies simultanées à Marburg et Francfort en Allemagne et à Belgrade en Serbie. Cette coopération nord-sud aboutit à la découverte du virus Ebola qui rejoint le virus Marburg, isolé en 1967 dans la nouvelle famille de Filoviridae. En résumé, ce que dit la science, le virus Ebola a été découvert en 1976 lors de 2 épidémies au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo ex-Zaïre. Il tire son nom de la rivière Ebola, située à proximité du premier foyer identifié de la maladie. Par rapport aux chiffres depuis la découverte d'Ebola, le virus Ebola a été observé pour la première fois en 1976, comme nous l'avons vu, lors de 2 flambées simultanées. Au Soudan, 151 morts et en République démocratique du Congo, à Yambuku, 280 morts. Depuis lors, les principales flambées ont été les suivantes. En 1995, Kikwit, dans le Grand Bandundu, plus de 250 morts. De 2018-2020, au Nord Kivu et Ituri, 2e plus grande épidémie mondiale. Plus de 3400 cas, environ 2280 décès. En 2000, 425 cas, dont 224 morts en Ouganda. En 2007, 187 morts en République démocratique du Congo. De 2013 à 2016, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, environ 29 000 cas, dont au moins
11 300 morts ont été déclarés. Il s'agit de la plus importante épidémie de maladie à virus Ebola connue à ce jour. Dit autrement, l'épidémie la plus grave a eu lieu entre 2014 et 2016 en Afrique de l'Ouest, touchant des milliers de personnes. En 2025, province du Kasaï, la RDC a déclaré sa 16e épidémie d'Ebola en septembre 2025 dans la zone de santé de Boulapé au Kasaï. L'épidémie a officiellement pris fin le 1er décembre 2025, après 42 jours sans nouveau cas. La RDC est le pays ayant connu le plus grand nombre d'épidémies d'Ebola au monde. Nous en sommes depuis le mois de mai 2026 à la 17e épidémie. Et à la question d'où vient ce virus Bundibugyo, qui est une forme de virus Ebola identifié pour la première fois en 2007 en Ouganda, puis observé à nouveau lors d'une épidémie en 2012 en République démocratique du Congo. Le variant concerné, la souche Bundibugyo, inquiète particulièrement puisqu'elle ne connaît ni vaccin homologué ni traitement particulier. Des dizaines de personnes sont mortes déjà. Cependant, notre virologue, le professeur Jean-Jacques Muyembe, mondialement connu pour avoir co-découvert le virus d'Ebola en 1976, confirme que la variante Bundibugyo, qui a été découverte pour la première fois en Ouganda en 2007 et qui a provoqué l'épidémie en Isiro en 2012, et c'est la deuxième fois ou la deuxième épidémie, comme les autres virus Ebola. Il est probablement d'origine animale. Les chercheurs pensent qu'il circule chez certaines chauves-souris qui se nourrissent de fruits avant de passer à l'humain. Nous sommes en 2026. Ebola n'a pas disparu. Au contraire, le monde fait face à une nouvelle flambée inquiétante en RDC et en Afrique centrale. La situation est particulièrement préoccupante parce que la souche actuelle est rare. Aucun vaccin spécifique n'est encore disponible. La propagation est rapide dans les zones fragiles. Cependant, les expériences passées ont permis d'améliorer la surveillance, les soins, la rapidité des interventions. La bataille contre Ebola continue donc avec un objectif clair, empêcher que cette nouvelle épidémie ne devienne une catastrophe mondiale. Le virus Ebola demeure l'une des maladies infectieuses les plus dangereuses au monde. Malgré les progrès scientifiques, les campagnes de vaccination et les efforts des autorités sanitaires, cette maladie continue de représenter une menace importante, particulièrement en Afrique centrale et en RDC. La sensibilisation, l'hygiène, les diagnostics rapides et la prise en charge précoce restent les armes les plus efficaces pour limiter les épidémies et sauver des vies. Comprendre Ebola, c'est aussi comprendre l'importance de la prévention et de solidarité face aux grandes crises sanitaires. Ebola n'est pas un mystère caché, mais un virus naturel rendu dangereux par les interactions humaines. Le vrai danger, ce n'est pas seulement le virus, mais c'est ce que nous ignorons. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tête et là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.